Quand on fait l'étude d'une population, on utilise différentes variables aléatoires. Et à partir des variables aléatoires que l'on a, on peut en créer de nouvelles. Alors ici, je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai une population, donc de taille 1000, et disons que c'est des étudiants. Donc je prends une école au complet, et dans cette école-là, il y a 1000 étudiants. Et disons que je prends comme variable aléatoire le montant dépensé par semaine disons en dollars, à la cafétéria. Donc, disons que pour mon exemple ici, en moyenne, les étudiants dépensent, disons, 40 $ par semaine avec un écart type de 12 $. Alors là, la variable aléatoire x, je vais l'écrire ici, la variable aléatoire, Donc, ma variable aléatoire peut suivre différentes lois. Donc, ça pourrait être une loi normale, ça pourrait être une loi exponentielle, ça pourrait être une loi uniforme, peu importe la loi que ma variable aléatoire suit, ce que je veux faire par la suite va tenir la route. Donc, ce n'est pas important que la variable de départ suive une loi normale, on peut prendre n'importe quelle distribution. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me former des échantillons de taille, disons, 36. Donc, dans le fond, un échantillon de taille 36, donc 36 étudiants. Ici, pour ce que je vais faire, la taille de l'échantillon n'a pas vraiment d'importance. La seule chose, en fait, il y a deux choses qu'on va se demander, c'est qu'elle soit au moins 30 pour que le modèle que je vais utiliser un peu plus tard soit applicable. Et on va aussi demander que le ratio de la taille de l'échantillon sur la taille de la population soit plus petit ou égal à 0,05. Si on est plus grand, c'est un autre modèle mathématique qui va s'appliquer. Donc, dans le fond, c'est un modèle un petit peu différent de celui que je vais présenter. Mais pour notre cas, on est correct. Donc, ici, mon échantillon de taille 36, donc qui est plus grand que 30, ça va. Et si on effectue la division, 36 divisé par 1000, on a 0,036. Donc, c'est plus petit que 0,05. Donc, ça va fonctionner. Donc, dans la population, j'ai 1000 étudiants. Donc, j'ai la variable, ou plutôt la donnée numéro 1, le premier étudiant. J'ai la donnée numéro 2. Là, je parle vraiment juste du montant dépensé à la cafétéria par semaine. L'étudiant numéro 3, et ainsi de suite. Et je me rends, dans le fond, jusqu'à l'étudiant numéro 1000. Et là, je pourrais prendre un étudiant au hasard et regarder, par exemple, c'est quoi le montant moyen que lui dépense par semaine, et puis le comparer à la moyenne. Ce que je peux aussi faire, c'est prendre un échantillon de 36 étudiants formé à partir des 1000 qui me sont disponibles. Alors là, des échantillons de 36 étudiants, quand j'ai un bassin de 1000 étudiants parmi lesquels choisir, donc des échantillons de 36 dans une situation où j'ai 1000 étudiants devant moi, il y en a vraiment beaucoup. Là, on parle d'un milliard d'échantillons différents. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre un échantillon de 36 étudiants, échantillon de 36 étudiants. Donc, un premier échantillon de 36 étudiants. Calculer la moyenne du montant dépensé par semaine à la cafétéria de ces 36 étudiants-là et ne conserver que la moyenne. Alors, je prends 36 étudiants, je leur demande chacun c'est quoi le montant qu'ils dépensent par semaine à la cafétéria. Et au lieu de garder les 36 réponses qu'ils me donnent, je prends la moyenne des 36 réponses données et je conserve seulement la moyenne. Et je peux faire ça avec plusieurs échantillons de taille 36. Donc, je prends un deuxième échantillon de 36 étudiants et je calcule la moyenne pour cet échantillon-là. Alors, je vais les différencier. Je vais mettre X bar, donc la moyenne pour l'échantillon numéro 1, donc indice 1, la moyenne pour l'échantillon numéro 2, donc je prends 36 autres étudiants, fort probablement que la moyenne va être différente. Et je fais ça pour tous les échantillons de 36 étudiants que je peux former. Alors là, il y en a, comme je disais tantôt, une quantité astronomique, donc des milliards de milliards. Là. Peu importe, là, ici, on travaille en théorie. Disons que je le fais pour tous les échantillons différents de taille 36 que je peux former. Pour autant d'échantillons que je peux former, il y aura une moyenne associée à cet échantillon-là. Et maintenant, au lieu de faire des statistiques sur le montant dépensé par semaine à la cafétéria, ici je vais ajouter par un étudiant.
Donc, au lieu de regarder individuellement ce que chaque étudiant fait, je peux regarder qu'est-ce qui se passe pour chacun des groupes de 36 étudiants et de regarder la moyenne. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est considérer une nouvelle variable aléatoire que je vais nommer x bar. Bon, x parce que dans le fond, je regarde un montant dépensé, donc c'est lié à la variable de départ x, mais bar parce qu'en fait, je vais seulement faire des statistiques sur les moyennes que j'ai obtenues sur chacun de mes échantillons. Alors, x bar, ça va représenter non pas le montant dépensé par semaine, mais plutôt le montant moyen dépensé par semaine à la cafétéria. Maintenant, ce ne sera pas par étudiant, mais plutôt par un groupe de 36 étudiants. Donc, le montant moyen dépensé par semaine à la cafétéria par un groupe de 36 étudiants. Donc, au lieu de regarder individuellement qu'est-ce que chaque étudiant fait, je prends des échantillons de taille 36 et je regarde seulement la moyenne. Donc, pour le premier groupe, une certaine moyenne, pour le deuxième groupe, une certaine moyenne, et ainsi de suite. Donc, maintenant, je ne fais plus des statistiques sur les 1000 montants que j'ai récoltés ou que je pourrais avoir récoltés ici. C'est-à-dire, j'ai 1000 étudiants, chacun dépense un certain montant. Donc, je ne ferai plus des statistiques sur les montants pris individuellement, mais plutôt sur les moyennes sur mes échantillons de 36 étudiants. Alors là, maintenant, ici, j'ai une nouvelle série de données. Je vais en avoir beaucoup plus que 1000 parce que, comme je disais tantôt, il y a une quantité astronomique d'échantillons de taille 36 que je peux former à partir d'un bassin de 1000 étudiants. Alors là, comme j'ai des données, oublions là pour un instant que c'est des moyennes. Quand j'ai des données devant moi, ben, les deux calculs qu'on effectue les plus fréquemment sur ces données-là, c'est une moyenne et un écart type. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la moyenne des moyennes que j'ai obtenues ici. Cette moyenne-là, on va l'appeler mu indice x bar pour indiquer que c'est la moyenne de la variable x bar. Comme ici, par exemple, mu là, est associé à la variable x. Je pourrais peut-être indiquer ici mu indice x pour dire c'est la moyenne de la variable x. Même chose ici pour l'écart type. Je pourrais indiquer sigma x pour dire c'est l'écart type associé à la variable x. Donc, je pourrais calculer la moyenne de la variable x bar, donc c'est-à-dire la moyenne de toutes les moyennes qui sont ici. Eh bien, si je prends toutes les moyennes et que je fais la moyenne de toutes ces moyennes-là, je vais obtenir exactement la même moyenne que j'avais au départ, c'est-à-dire dans mon exemple 40. Donc, la moyenne de la variable aléatoire x bar est exactement la même moyenne que celle de la variable aléatoire x. Maintenant, je vais calculer l'écart type de la variable aléatoire x bar. Alors, celle-là est un peu différente de l'écart type de la variable aléatoire x. Donc, là, pour calculer l'écart type de la variable aléatoire x bar, ce que je fais, c'est, je regarde, dans le fond, je calcule l'écart type sur les moyennes que j'ai obtenues pour chacun de mes échantillons. Donc, il y a certaines des moyennes qui vont être inférieures à 40, d'autres des moyennes qui vont être supérieures à 40. Donc, si je prends un groupe de 36 étudiants, ça se peut qu'en moyenne, dans ce groupe-là, ils dépensent, disons, 38 $. Donc, je pourrais avoir une moyenne ici inférieure à 40. Ici, je pourrais avoir une moyenne supérieure, donc disons 41, et ainsi de suite. Donc, j'ai plein de moyennes et je calcule l'écart type de ces moyennes-là. Alors, pour calculer l'écart type de la variable aléatoire x bar, on prend l'écart type de la variable aléatoire x et on divise par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc, dans mon exemple, ici, la moyenne de toutes les moyennes devrait donner 40, la même chose que la moyenne pour la variable x, et l'écart type des moyennes va donner quoi? Va donner l'écart type de la variable aléatoire x, donc 12, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Dans mon exemple, c'est 36. Donc, ça nous donne 12 divisé en 6. Donc, ça nous donne 2. Maintenant, si on regarde les deux distributions, dans la première distribution, j'ai une moyenne de 40 et un écart type de 12. Dans la deuxième distribution, j'ai la même moyenne, mais cette fois-ci, l'écart type est de 2, donc 6 fois plus petit. Ce qui veut dire que pour ma variable aléatoire x bar, les données sont beaucoup plus concentrées autour de la moyenne de 40 que dans l'exemple pour ma variable aléatoire x, parce que l'écart type
est plus grand. Donc ici, mes données sont plus éparpillées. Et c'est normal. On va regarder une donnée comme ça pour voir, en fait, comprendre pourquoi ici, c'est normal que ça soit moins dispersé, en fait. Donc, supposons ici, pour la variable aléatoire x, que j'ai une donnée qui vaut 50. Ça veut dire que j'ai un étudiant qui a dépensé 50 disons, la semaine dernière à la cafétéria. Si la moyenne est de 40 et que l'écart type est de 12, c'est très plausible ou très probable qu'un étudiant dépense 50 Donc, en fait, c'est juste 10 de plus que la moyenne. Donc, c'est quand même une valeur qui est plausible. Si je m'en viens dans le contexte de la variable aléatoire x bar, où mes données sont des moyennes, là, ça veut dire que j'ai obtenu une moyenne de 50 pour un échantillon de 36 étudiants. Alors, pour obtenir une moyenne de 50 ça veut dire que j'ai eu des étudiants qui ont donné, dans le fond, qui ont dépensé plus de 50 d'autres qui en ont dépensé moins, mais en moyenne, ça voudrait dire que chacun de mes 36 étudiants aurait dépensé 50 ce qui voudrait dire qu'en moyenne, chacun des étudiants aurait dépensé 10 de plus que la moyenne dans la population. Ça, c'est beaucoup moins probable. Je ne dis pas que c'est improbable, mais c'est beaucoup moins probable. Donc, pour obtenir une moyenne de 50, ça veut dire que j'ai eu des résultats qui étaient supérieurs à 50, quelques résultats inférieurs, mais j'ai certainement eu beaucoup de résultats qui étaient supérieurs à 40 Et donc, ça, c'est beaucoup moins probable. Et c'est pour ça ici qu'on a, dans le fond, un écart type qui est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que, en fait, ce n'est pas une constatation plus qu'un fait, je vais vous l'énoncer, c'est que la variable aléatoire x bar va suivre, ou approximativement suivre, une loi normale, dans ce cas-ci, de moyenne 40, et d'écart type 2. Alors, en fait, ce qu'on a ici, c'est surtout que, je vais l'écrire peut-être ici, la variable aléatoire x bar va suivre une loi normale de moyenne mu, ou mu x, là, peu importe, là, donc la moyenne de la variable aléatoire x, et d'écart type sigma de x, donc l'écart type de départ, divisé par la taille de l'échantillon en racine carrée. Dans notre exemple, c'était 12 sur racine de 36, ce qui nous donne le 2. Et là, ce qui est un petit peu étonnant ici, c'est que la variable aléatoire x que j'ai pris au départ, je vous ai dit, elle peut suivre n'importe quel type de distribution, une distribution normale, mais pas nécessairement. Ça pourrait être une distribution exponentielle, uniforme ou n'importe quel autre type de distribution. Donc, la variable aléatoire x n'est pas nécessairement normale, mais la variable aléatoire x bar va être normale. En fait, plus la taille de l'échantillon est grand, tout en, bien entendu, ici, en conservant le ratio qui doit être inférieur à 5%, la taille de l'échantillon sur la taille de la population, mais plus la taille ici va être grande, et meilleure va être l'approximation. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant de dire, je pars avec une variable aléatoire qui n'est pas normale et j'en construis une qui est normale. Donc, pour résumer, je peux partir avec une variable aléatoire dont je ne connais pas la distribution, en construire une, la variable aléatoire x bar, trouver sa moyenne, qui est la même que la moyenne de la distribution d'origine, calculer son écart type avec la formule qui est ici. Voilà. Et en plus, je sais que ma nouvelle variable aléatoire va suivre une loi normale. Et là, maintenant que ça suit une loi normale, là, je peux utiliser la distribution normale avec la table de loi normale et effectuer des calculs de probabilité comme une variable aléatoire régulière qui suit une loi normale.